Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 lieux qui ont la réputation d'être hantés. Ça peut être des hôtels, des châteaux, des maisons, tous lieux qui ont la réputation de contenir en leur sein des événements paranormaux. J'espère que cette vidéo vous plaira, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de format là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Si vous passez un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez être au courant de toutes les actualités qu'il y a sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. C'est là-bas également que vous pouvez m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée pour un thread d'horreur des abonnés. Je crois que j'ai tout dit pour l'introduction, j'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour voyager ensemble dans ces lieux hantés. Hull House est une maison qui a été construite par Charles Hull en 1856. Malheureusement, sa femme est décédée dans la chambre du deuxième étage et quelques mois après son décès, son fantôme aurait été aperçu, précisément dans la pièce où elle avait perdu la vie. Certains invités présents dans cette maison ont dit parfois la nuit avoir été réveillés par des bruits de pas ou alors par d'autres sons étranges. Le temps a un peu passé et en 1889, la maison a été achetée par un nouveau propriétaire ou une nouvelle propriétaire, Jane Addams. C'était une femme qui avait hérité d'une énorme fortune et qui en faisait principalement don lors d'œuvres de charité. Elle a passé une vingtaine d'années dans cette maison baptisée Hull House. Elle a transformé ce bâtiment, cette maison, non pas en logement bien qu'elle y vivait, mais en école pour aider des migrants qui vivaient dans les alentours de Chicago. Jane Addams résidait dans la chambre de feu Madame Hull, celle qui est décédée et qui semblait hanter les lieux, et une nuit elle a été réveillée par des bruits de pas qui venaient d'une autre pièce qui elle était complètement vide. Tellement terrorisée par ce qu'elle entendait, Jane Addams a quitté la chambre où elle se trouvait pour aller dans une autre. Mais un peu curieuse de ce qui se passait dans cette maison, elle a demandé à un de ses amis de passer la nuit dans la chambre soi-disant hantée. Cet ami a accepté et alors qu'il était en train de dormir tranquillement, il a été réveillé. D'abord par des bruits de pas et une fois qu'il a ouvert ses yeux, il a vu devant lui une apparition fantomatique juste à côté de son lit. Quand cet ami a allumé la lumière pour voir un peu plus précisément ce qui se trouvait devant ses yeux, la figure fantomatique a disparu. Apparemment, c'est la chambre où est décédée Madame Hull qui pose problème, car beaucoup de visiteurs qui ont résidé dans cette chambre disent avoir aperçu ou entendu des choses effrayantes. Des bruits de pas, l'apparition d'une silhouette fantomatique, et du peu qu'était vu ce fantôme, il avait l'air en plein désespoir, en pleine tristesse. Et tout le monde s'accordait à dire sur le fait que l'identité de ce fantôme était bien celui de Madame Hull. Cette maison a ensuite gagné encore plus en notoriété parce que les rumeurs concernant la hantise de cette bâtisse s'est propagée, mais on a commencé à dire qu'il y avait même un enfant, un bébé démoniaque plus précisément, qui se cachait dans les murs. La légende qui a entouré l'apparition de ce fameux bébé est la suivante. On dit que dans une autre maison, à Chicago, une pauvre femme catholique avait affiché un tableau de la Vierge Marie. Et son mari, qui n'était pas du tout croyant, disait qu'il préférait avoir le diable lui-même chez lui plutôt que le tableau qu'il trouvait immonde. Plus tard, sa femme est tombée enceinte et elle aurait donné naissance à ce fameux bébé démoniaque. Évidemment, le folklore s'est également emparé de cette histoire, car la description physique du bébé, elle fait largement penser à quelque chose de démoniaque. On le décrit au teint pâle, avec des cornes, des yeux rouges, et on lui attribue même une queue, sans mauvais jeu de mots. Ce qu'on dit ensuite, c'est que le mari, effrayé de ce qu'était sa progéniture, a pris le bébé et il l'a laissé à l'extérieur de la maison sur le pas de la porte. On dit que Jane Addams, celle qui vivait à Hull House, aurait trouvé le bébé et l'aurait ramené chez elle. Elle s'en serait occupée du mieux qu'elle le pouvait. Elle aurait même essayé de le faire baptiser, mais pendant cette cérémonie du baptême, le bébé aurait sauté des bras du prêtre et aurait commencé à courir autour de l'église en rigolant et en se moquant totalement de ce qu'il était en train de se passer. Jane Addams, ne sachant pas quoi faire de cet enfant, l'aurait enfermé dans le grenier de la maison. La légende de ce fameux bébé démoniaque s'est répandue dans tout Chicago et curieux, beaucoup d'habitants de la ville seraient venus à Hull House pour essayer d'apercevoir ce fameux bébé démoniaque. Beaucoup de personnes étaient prêtes à offrir d'assez grosses sommes d'argent pour pouvoir apercevoir, ne serait-ce que quelques secondes, ce fameux bébé qui effrayait toute la ville. Jane Addams, elle, refusait catégoriquement, mais cela n'empêchait pas les curieux de venir devant la maison.
Elle les renvoyait chez eux, elle essayait de convaincre tout le monde que l'histoire de cet enfant démoniaque n'était que du vent. Néanmoins, bien que une des principales concernées dans cette histoire affirme que tout cela était faux, beaucoup pensaient qu'elle mentait et étaient persuadés que dans les murs de Hull House se cachait un enfant démoniaque. Apparemment aujourd'hui beaucoup de personnes affirment toujours que cette histoire est vraie. Néanmoins il y a quand même quelques différences par rapport à la légende qui a été créée sur ce bébé. On ne le décrit plus comme quelqu'un avec des cornes, la queue du diable, etc. On le décrit plutôt comme un enfant totalement défiguré. Ce serait pour cette raison qu'une pauvre femme aurait déposé l'enfant sur le pas de la porte de Hull House. Jane Addams l'aurait pris en charge, mais en fait ce serait le côté hideux de cet enfant, le fait qu'il soit totalement déformé, qui a créé cette fameuse légende du bébé démon de Hull House. Certains disent, encore aujourd'hui, que certaines nuits, si on se tient à l'extérieur de la maison et qu'on regarde la fenêtre du grenier, on pourrait apercevoir ce qui reste de cet enfant nous regarder en retour. Ce qui est très intéressant avec cette histoire, c'est qu'on a des preuves photographiques. Preuves entre guillemets, en tout cas on a des photos qui semblent apparemment montrer la présence de certaines choses paranormales sur celle-ci. Voici la première photo où on voit un escalier. Je vous l'accorde, la photo n'est pas de très bonne qualité, mais ce qu'il semble paraître, ce sont des fantômes de nonnes. Cette photo a été prise en 1980, et si on fait vraiment bien attention, on pourrait voir que ces nonnes ont les mains jointes comme si elles étaient en train de prier. Et un des détails assez effrayants sur cette photo, c'est que l'une des deux nonnes ne semble pas avoir de tête. Il y a une autre photo, un peu plus récente, datée de 2007, qui a été prise par un couple marié. Alors en visite à Hull House, ils ont pris une photo de l'escalier et eux aussi, comme sur la photo datant de 1980, ont réussi à détecter quelque chose, cette fois-ci de beaucoup plus visible. On voit sans difficulté une silhouette dans l'escalier, mais impossible de savoir réellement ce qu'elle représente. Personnellement, j'ai l'impression que sur cette photo, on arrive à voir un moine. Quelqu'un avec une sorte de longue robe. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous y voyez là. Laissez-moi vous présenter le château de Leap. C'était un château qui était la résidence d'une famille très puissante, la famille O'Carroll. Cette famille y a vécu il y a 400 ans, et de par leur puissance, ils ont engagé beaucoup de mercenaires pour tuer ceux qui les dérangeaient. Quand les mercenaires, après avoir accompli leur travail, revenaient pour obtenir leur paiement, ils étaient payés par le sang, car la famille O'Carroll les assassinait pour éviter d'avoir à débourser le moindre sou. Vous l'avez compris, c'est un château où si les murs pouvaient parler, ils raconteraient, je pense, les traits d'horreur les plus horribles. Il y a une pièce précise dans ce château, les oubliettes, qui était très appréciée par la famille O'Carroll. C'était une petite pièce où il n'y avait pas de sol et quand on allait à l'intérieur, on tombait directement dans une sorte de puits dont il était impossible d'en sortir. Donc si on tombait à l'intérieur, on pouvait être sûr que notre vie serait terminée. Si la famille O'Carroll décidait d'assassiner quelqu'un, ils allaient l'inviter en haut des escaliers et au moment où on s'y attend le moins, et au moment où cette personne s'y attend le moins, elle allait être poussée dans ces fameuses oubliettes. À l'époque, ces oubliettes étaient aménagées de pics, donc si on tombait à l'intérieur, on se retrouvait embroché. Les O'Carroll étaient tellement vicieux, malsains et sadiques, qu'ils espéraient que les pics ne tuent pas leurs victimes rapidement. Ils espéraient pouvoir entendre les cris de douleur de ceux qui étaient jetés dans ces oubliettes. L'histoire raconte qu'il y a eu un conflit entre deux frères de la famille O'Carroll. Un des frères était un guerrier et l'autre était un prêtre. Des tensions ont commencé à se créer entre les deux frères, jusqu'à une fameuse nuit où là la tension s'est transformée en violence. Le frère qui était prêtre était en train de réciter une messe dans la chapelle, et son frère est soudainement apparu dans celle-ci pour l'attaquer. Immédiatement il lui a planté son épée dans le cœur, et le frère prêtre s'est vidé de son sang sur l'autel de la chapelle. L'acte du frère guerrier était abominable, mais ce qui était encore plus abominable, c'est qu'il a fait cet acte-là pendant un moment consacré à Dieu. C'était un terrible blasphème. Et on dit que c'est cet événement-là qui a créé une malédiction sur le château de Leap. La chapelle où est décédé le prêtre a été rebaptisée la chapelle sanglante, et autour de celle-ci, on pourrait apercevoir, à l'extérieur, proche d'escaliers, une silhouette fantomatique, habillée d'une robe de prêtre. Quelqu'un
a témoigné avoir vu cette fameuse figure fantomatique et assez estomaqué pendant quelques secondes de ce qu'il voyait, cette silhouette fantomatique s'est rapprochée de lui assez rapidement et dès qu'elle était à quelques centimètres de son visage, elle a disparu. Il y a une légende qui concerne toujours la famille O'Carroll qui prend place en 1659. La fille de celui qui était aux commandes des lieux est tombée amoureuse d'un homme anglais du nom de Darby qui était retenu prisonnier dans le château. Elle lui a apporté de la nourriture, en secret, et elle a même organisé sa fuite. Alors qu'elle était en train de s'enfuir avec son amant pour partir loin et vivre pleinement leur amour, elle a été retrouvée par son frère dans l'escalier alors qu'il prenait la fuite, et sans crier gare, ce frère a donné l'alerte. Darby, le prisonnier, a saisi l'épée du frère qui était en train de crier à tue-tête et a embroché le frère de sa bien-aimée. Après ce meurtre, la jeune fille et son amant prisonnier ont pris la fuite et n'ont plus jamais été revus. Détail concernant cette histoire, son frère était son grand frère, c'est celui qui devait hériter de la propriété du château, mais après avoir été assassiné, c'est la jeune fille qui s'est enfuie, qui en devenait la légitime héritière. On ne sait pas ce que le couple est devenu, mais apparemment on pourrait voir parfois le fantôme d'une jeune femme qui est considérée comme étant cette fameuse héritière qui a fui le château maudit. La vie a continué ensuite dans ce château, et des années plus tard, une autre jeune fille y vivait. Son père voulait qu'elle se marie avec un homme de bonne famille, mais elle, son cœur, lui disait tout autre chose. Elle était tombée amoureuse de quelqu'un de très pauvre, un fermier d'une ferme locale. La jeune fille et ce fermier ont commencé à se voir dans le secret, mais ce secret ne l'est pas resté longtemps. Son père l'a découvert, et pour noyer cet amour, il a décidé de tuer le jeune fermier. Animée d'une puissante rancœur, la jeune fille une nuit s'est infiltrée dans la chambre de son père alors qu'il dormait, et elle l'a tué dans son sommeil. Traumatisée d'une part par la mort de celle qu'elle aimait, et également par le geste qu'elle avait commis, l'assassinat de son père, elle se tenait sur les remparts du château, en hauteur, et elle regardait l'horizon, essayant de penser à ce qu'elle allait faire maintenant, mais une force invisible, la poussait du haut du château, la faisant tomber vers sa mort. Ayant perdu la vie dans la tourmente, on dit que le fantôme de cette jeune fille arpente toujours les couloirs du château, à la recherche de son amour perdu. Alors que le château était visité, de nos jours, une jeune fille a vu une autre jeune fille habillée avec des vêtements anciens. Curieuse, elle a demandé à ses parents qui elle était, mais quand ses parents ont posé les yeux sur la jeune fille en question, elle a disparu. Cette jeune fille a été vue par une autre femme, mais dans une toute autre circonstance. La personne se baladait tranquillement et elle a vu la jeune fille en chute libre en train de tomber du château. Évidemment paniquée parce qu'elle voyait celle qui visitait a émis un cri, mais juste avant que la jeune fille ne touche le sol, elle a disparu. Mais avant justement ces visites récentes, il s'est passé des choses dans le château qui ajoutent encore du mystère et une part de ténèbres sur un château qui a déjà une histoire bien tragique. Au 19e siècle, Jonathan et Mildred Darby se sont appropriés le château. Ils en sont devenus propriétaires, non pas forcément parce qu'ils trouvaient que le château avait une certaine allure, mais ils étaient plutôt intéressés par l'histoire du château, toutes les histoires de meurtre, de torture, toute la tragédie qui l'entoure. Et Mildred Darby a commencé, pour essayer de provoquer des événements paranormaux, à pratiquer des arts occultes, c'est-à-dire qu'elle effectuait des rituels de magie noire dans le donjon. Et accidentellement, pendant un de ces rituels occultes, Madame Darby aurait invoqué un démon. Une nuit, alors qu'elle arpentait les couloirs du château, elle a senti quelque chose de froid au niveau de son épaule. Elle s'est retournée et elle a vu quelque chose de terrifiant se tenir juste derrière elle. Quelque chose de petit, qui ressemblait à un être étant à moitié humain et à moitié bête. Le visage de cette chose était fin et à la place de ses yeux, il n'y avait que 2 grands trous noirs. Cette chose avait également une odeur abominable, qui pouvait se comparer à celui d'un corps en décomposition. Après le passage des rituels occultes de Madame Darby, le château de Leap n'a plus jamais été le même. Car certes, il y avait de base quelques événements paranormaux qui s'y trouvaient, quelques silhouettes fantomatiques qui pouvaient être aperçues, mais après les pratiques de Madame Darby, maintenant, il y avait un démon qui habitait dans les lieux. Mystérieusement, le château a pris feu. Les circonstances de cet incendie n'ont jamais été trouvées. Le château a quand même été rénové parce qu'il fait partie d'un patrimoine quand même historique. Mais on dit que ceux qui y travaillent s'assurent de partir avant que le soleil ne soit couché pour ne pas être confrontés au mal qui s'y cache.
Ceux qui peuvent se balader proche de ce château de nuit entendent des sons venir de l'intérieur des murs du château, des sons comme des pleurs, des cris. Certains disent même parfois voir des lumières, notamment à l'intérieur de la chapelle sanglante. Mais pas des lumières électriques, comme une ampoule, plutôt comme si des centaines de bougies étaient allumées à l'intérieur. Certains chasseurs de fantômes, amateurs d'urbex, se sont aventurés dans le château et disent avoir aperçu une silhouette fantomatique, impossible à vraiment identifier car elle portait une capuche, masquant le visage, et ces mêmes personnes ont dit, au moment où ils sont passés à côté des fameuses oubliettes, entendre des cris de douleur venir des profondeurs du trou où étaient jetées les victimes de la famille O'Carroll. De plus, sans comprendre vraiment comment ça s'est passé. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que certains y croiront, d'autres non. Ces chasseurs de fantômes disent avoir été attaqués par une entité démoniaque. C'est-à-dire que l'une des personnes qui composait l'équipe de chasseurs de fantômes a été projetée au sol. Et pour eux, il est clair que cette attaque est due au démon qui a été invoqué par Madame Darby. Le presbytère de Borley est un endroit qui, au Royaume-Uni, plus précisément en Essex, était considéré comme l'un des endroits les plus hantés du pays. C'est un endroit qui n'existe plus vraiment, qui n'est plus en activité parce qu'il a pris feu. Il a été incendié dans des circonstances mystérieuses. Cet endroit a été bâti en 1862. Il a été bâti là où avant lui se trouvait un monastère. Et déjà, avant que ce bâtiment ne soit là, on dit que la zone était hantée par le fantôme d'une nonne. Beaucoup de villageois disent avoir aperçu cette fameuse nonne marcher là où a été construit le fameux presbytère, et la zone où elle marchait avait été appelée la marche de la nonne. La légende, car il y a toujours une légende concernant les lieux hantés, dit que cette nonne était tombée amoureuse de quelqu'un, un moine qui vivait dans le monastère qui se trouvait là où était situé après le presbytère de Borley. Le moine était également amoureux, et quand cette liaison a été découverte, les deux amants ont essayé de s'enfuir mais ils ont été arrêtés. On leur a imposé de revenir à Borley et on les a condamnés à 2 sentences totalement tragiques. Le moine lui a été exécuté et la nonne, elle, a été condamnée de finir sa vie dans la cave du monastère. Les années ont passé, la vie a suivi son cours, la nonne a perdu la vie. Le monastère est ensuite devenu le presbytère de Borley et le premier occupant de ce presbytère, le révérend Henry Ball, est venu s'y installer avec sa famille. Toute la famille a entendu des choses étranges, des bruits de pas, la nuit. Des invités se plaignaient d'être observés par une femme qui se trouvait de l'autre côté d'une fenêtre, et quand ils allaient voir ce qu'il en était, la femme n'était plus là. Les 4 enfants du révérend ont avoué avoir vu un fantôme, le fantôme d'une nonne qui rôdait autour du presbytère et qui d'un coup disparaissait. En 1929, un nouveau révérend prend place dans le bâtiment. Le révérend Guy Smith et sa femme. Madame Smith était tranquillement en train de nettoyer une armoire en 1929 quand elle est tombée sur quelque chose. Elle est tombée sur un emballage de papier marron. Curieuse, elle l'a ouvert et à l'intérieur elle a retrouvé des restes squelettiques. Et ce qui est sûr en voyant ces restes, c'est que ces restes étaient ceux d'une femme. De plus, comme la première famille, des bruits de pas étaient entendus, et il y avait également 2 cavaliers sans tête qui traversaient l'allée du bâtiment. Terrifiés par tout ce qu'ils pouvaient voir, les Smiths ont contacté les médias locaux. Tout ça pour contacter des enquêteurs du paranormal, notamment un dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, le très connu Harry Price. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'enquête, mais il semblerait que Harry Price ait déterminé que le ou les fantômes qui se trouvaient dans la bâtisse essayaient de rentrer en contact avec les Smiths. Pour les Smiths, c'en est trop. Donc après 2 années de vie dans cette bâtisse, ils ont décidé de partir. C'est avec le nouveau révérend qui a vécu dans le presbytère que les choses ont empiré. Il est venu avec sa femme, Marianne, ainsi que sa fille adoptive, Adélaïde. Des objets disparaissaient, soudainement, et on les retrouvait ensuite dans d'autres pièces sans que personne évidemment ne les ait déplacés. Une cloche sonnait d'elle-même. Des fenêtres se retrouvaient mystérieusement fissurées. Des pierres et des bouteilles étaient jetées sur le sol. En gros, les événements paranormaux étaient beaucoup plus présents qu'avec les précédentes familles. Et il y avait quelque chose d'assez bizarre. C'est que le fantôme qui était dans les lieux semblait avoir une obsession pour la femme du révérend, Marianne. Mais pas une obsession amoureuse. Une obsession très malsaine dans le sens où elle était une victime
du plus de phénomènes. Elle se faisait tirer de son lit, elle se prenait des gifles invisibles, elle se faisait clairement frapper par une chose qui n'était pas comprise, et c'était tellement violent qu'elle en a même eu des cocards. La fille adoptive Adelaide a également subi des sévices. Elle s'est retrouvée enfermée dans une pièce, avec une porte qu'elle n'arrivait pas à ouvrir, alors que cette porte n'avait aucun loquet, donc impossible à verrouiller à clé. Et alors qu'elle était enfermée, elle a été attaquée par quelque chose qu'elle ne peut décrire qu'avec les termes suivants. Quelque chose de terrible. D'autres événements étranges se sont également produits par la suite. Des messages ont été retrouvés, mais comme s'ils avaient été gravés sur les murs. Ces messages semblaient adressés à Marianne, et ils étaient quasiment indéchiffrables. On a quand même réussi à décrire certaines phrases qui étaient écrites, notamment l'une d'entre elles qui disait « Marianne, s'il te plaît, va chercher de l'aide ». Fatigué de tout ce qui se passait, le révérend a essayé de faire un exorcisme, mais ça a été sans succès car en plein milieu de celui-ci, on lui a jeté des pierres pour l'interrompre. À force de tous ces événements, la santé du révérend a commencé à décliner. Et finalement, toute la famille est partie en 1935. Après cette dernière famille vivant dans la bâtisse, plus personne n'a accepté d'y vivre. Donc pendant des années, personne ne s'est retrouvé en ces lieux. On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire de ce presbytère, mais ce n'est pas le cas. Je vous ai parlé d'une personne, Harry Price. Et bien après que la dernière famille ait quitté les lieux, lui, toujours intrigué de ce qui se passait dans cet endroit, a décidé de poster une annonce proposant à des personnes non pas de s'installer de manière permanente dans l'endroit, mais juste de passer quelques nuits pour voir si des choses se passent. Il poste donc une annonce, beaucoup de personnes y répondent, surtout des étudiants, et ils essayent la plupart de rentrer en contact avec un fantôme, notamment en utilisant une planche de Ouija. Et cette opération-là a été un succès car elle apporte quelques réponses. Un esprit a été contacté, un esprit se présentant sous le nom de Marie Lair. Cet esprit dit que de son vivant, elle était une nonne en France et qu'elle a voyagé jusqu'en Angleterre pour se marier avec un homme du nom de Henry Waldegrave. Néanmoins, une fois arrivé sur place, son mari, ou futur mari, l'a assassiné en l'étranglant et l'a enterré dans ce qui est aujourd'hui la cave. Les étudiants ont fait quelques recherches et ils ont découvert qu'au XVIIe siècle, il y avait un homme très riche qui vivait là où se trouvait le presbytère. C'est-à-dire que la première ville de la zone, c'était un manoir appartenant à un homme du nom de Henry Waldegrave. Des mois après, les mêmes étudiants ont contacté un autre esprit qui lui se présentait comme étant Sunex Amures. Mais cet esprit, lui, n'avait pas pour but d'apporter des réponses, mais plutôt un avertissement. Il disait que la nuit après le contact avec cet esprit, à 21 h précisément, la bâtisse allait prendre feu. Et suite à cet incendie, les restes d'une personne assassinée seraient à ce moment-là découverts. Tout le monde a attendu que cet avertissement se réalise, mais ça n'a jamais été le cas. Le presbytère n'a pas brûlé au moment de l'avertissement. Il a brûlé 11 mois plus tard. Rapidement, toute la bâtisse a été réduite en cendres, et une des personnes qui a assisté à cet incendie dit avoir vu la silhouette d'une nonne se tenir à la fenêtre de l'étage de la bâtisse. Une fois l'incendie terminé, et qu'il ne restait que des ruines de ce qui était le presbytère de Borley, Harry Price s'est rendu pour enquêter et voir s'il arrivait à trouver de nouvelles choses. Et il a effectivement trouvé quelque chose. Il a trouvé les os d'une jeune femme, là où était autrefois la cave, à côté d'une médaille de Saint Ignatius. Pour Harry Price, l'histoire est évidente, les restes trouvés étaient bien ceux de la jeune femme qui a été assassinée par celui qui devait être son mari. Et c'était son fantôme qui écrivait des messages d'alerte sur les murs destinés à Marianne. Une sépulture décente a été faite avec les restes de la jeune femme assassinée, car on pensait que faire une telle chose, ça permettrait eh bien, d'arrêter les événements paranormaux, mais il semblerait qu'il y en ait toujours, là où se trouvait autrefois le presbytère de Borley. Le château de Ross a été construit en 1536 par Richard Nugent, je suis pas sûr de la prononciation, mais qui était le 12e lord de Delvin. C'était un homme très brutal, très malsain, et la population locale qui vivait autour de son domaine lui ont donné un surnom, le Baron Noir. Pour vous donner un exemple de sa cruauté, il aurait lynché un pauvre paysan qu'il suspectait simplement d'avoir volé un peu de pain. Ce Baron Noir avait une fille, Sabina.
Cette jeune fille était très belle et totalement à l'opposé de son père. Elle était très douce et très gentille. Elle aimait beaucoup se balader. Et elle n'avait aucune peur de se balader, bien que son père avait mauvaise réputation parce qu'elle était plutôt appréciée. Elle avait également une particularité, c'est que logiquement elle ne devait pas se balader comme ça, hors du château de son père. Mais elle arrivait généralement à se faufiler et à sortir pour pouvoir assouvir son besoin de prendre l'air. À l'une de ces occasions, lors d'une de ses balades secrètes, elle a rencontré un jeune homme qui lui a beaucoup plu, et ils ont commencé à se fréquenter. Sauf que cet homme n'était pas n'importe qui. C'était Orwin, le fils dans une famille qui était rivale à celle de Sabina. Cette relation interdite avec le temps n'a fait que grandir, et il y avait un point noir, c'est que au fur et à mesure du temps, les deux amants se disaient que jamais ils ne pourraient être ensemble. Donc une idée leur est venue en tête. Cette idée, c'est de ne pas prendre en compte les conflits qu'il y a entre leurs deux familles, mais de rester ensemble et de s'enfuir pour vivre leur amour au grand jour sans toute cette pression. Ils se sont donc donné rendez-vous dans un port et ils ont décidé de prendre la voie des eaux pour s'enfuir sans être repérés. Ce plan fonctionne. Ils arrivent tous deux à monter à bord d'un petit bateau et à partir. Alors qu'ils sont sur les eaux, une tempête les frappe. Malheureusement, Orwin perd la vie, mais Sabina, elle, survit. Elle est inconsciente pendant 3 jours, mais sa vie est bien sauve. Évidemment, consciente qu'elle a perdu l'amour de sa vie, elle tombe dans un profond désespoir. Elle s'enferme elle-même dans une des tours de son château, et elle se laisse mourir de faim et de soif, jusqu'à tomber dans un sommeil, le sommeil éternel. Depuis ce jour, on dit que le fantôme de Sabina hante les couloirs du château, à la recherche de l'amour qu'elle a perdu pendant la tempête. Des visiteurs ou des invités au château disent l'avoir aperçu. Et une morale ou une légende s'est créée concernant cette histoire, disant que le destin cruel de Sabina n'est qu'un retour de médaille suite à la vie cruelle que son père a menée. Mais dans ce château, ce n'est également pas la seule présence qu'il y aurait. Le baron noir serait également présent en ces lieux, car son âme ne pourrait trouver la paix à cause de toutes les souffrances qu'il aurait causées à des innocents. Le cimetière de Maple Grove est un cimetière en Ohio qui est considéré comme hanté. Il y a une statue à l'intérieur qui aurait une histoire intéressante, et cette statue est baptisée l'Ange de la Mort. Cette statue est assez particulière parce qu'il lui manque les mains et la tête. Une légende dit qu'une femme nommée Alice vivait autour du cimetière avec sa jeune fille, pour une raison que l'on ignore. Une nuit froide, plus sombre que d'habitude, Alice a assassiné sa seule et unique fille. Personne ne sait pourquoi elle a fait une chose pareille, mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir commis cet abominable geste, Alice était rongée par le remords. Rongée par le remords, elle aurait enterré sa fille, maintenant décédée, dans le cimetière de Maple Grove, et aurait dressé la fameuse statue de l'Ange de la Mort au-dessus de la pierre tombale de sa fille défunte. Cette statue était normalement la statue d'un ange, avec, en guise d'expression de visage, une expression très triste. Évidemment, la mère ayant perdu sa fille est tombée dans une grave dépression, et ne se remettant pas du geste qu'elle avait commis, elle est petit à petit tombée dans la folie. C'est donc quelques années après avoir enterré sa propre fille qu'Alice s'est ôté sa propre vie. Elle a été enterrée juste à côté de sa fille, juste en dessous de la statue de l'ange. Peu de temps après la mort d'Alice, des gens vivant dans la zone ont commencé à remarquer des choses assez étranges. Certains qui visitaient leurs défunts au cimetière disent parfois se sentir observés, et quand ils regardent un peu autour d'eux, ils avaient l'impression que l'œil de l'Ange de la Mort les suivait. Et ce qui était aussi d'autant plus surprenant et inquiétant, c'est que ceux qui étaient observés par cet Ange de la Mort subissaient des choses très macabres. Un des fermiers qui se sentait regardé par cet Ange de la Mort a retrouvé plus tard dans sa ferme son bétail totalement massacré. Un matin, des visiteurs disent également avoir vu des traces rouges sur les mains et sur la bouche de la statue, des traces rouges qui s'apparentaient comme étant du sang frais. Donc naturellement, avec tous ces événements étranges, des rumeurs se sont lancées. Des rumeurs qui indiquent que l'esprit d'Alice habite maintenant la statue, car elle ne peut trouver le repos après avoir commis le massacre de sa fille. Elle devrait regarder la tombe de sa fille pour l'éternité. D'autres rumeurs, plutôt des légendes, se sont créées autour de la statue. Par exemple, celle qui dit que si jamais on grimpe sur le dos de celle-ci, elle nous emmènerait tout droit jusqu'en enfer.
Il s'est passé donc divers événements, massacre de bétail, sang qui apparaissait sur la statue. Donc ce qui ressort de tout cela, c'est que la statue est maudite. Et que si on vandalise la statue, on sera conduit vers notre mort inévitable. Jusqu'à présent, si on est observé, il va nous arriver des malheurs, mais pas directement. Mais si par contre on vandalise la statue, là, c'est pour notre pomme. On dit qu'une nuit, des jeunes se sont introduits dans le cimetière et ont vandalisé la statue en lui brisant la tête, pour partir avec la tête de celle-ci et la garder en quelque sorte en souvenir ou la détruire. Le lendemain, ces jeunes sont morts dans un accident de voiture. Le lieu de l'accident était vraiment horrible. La voiture était dans un piteux état, les corps étaient à peine reconnaissables, mais il y avait une chose qui était restée intacte dans les débris, c'était la tête de la statue, qui attendait patiemment sur la banquette arrière. Et voilà les amis, on en a fini pour ces différents lieux hantés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Personnellement, j'aime beaucoup vous présenter ce genre d'histoire parce qu'on a vraiment un aspect un peu historique. Après, est-ce qu'il y a vraiment des faits ou alors est-ce que ce sont des légendes? Ça, personnellement, je suis pas allé forcément le vérifier. J'aime bien prendre les histoires comme elles sont parce que je trouve que ça fait beaucoup plus rêver plutôt que d'aller vraiment chercher à débunker, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de voir les légendes comme ça telles qu'elles sont. Dans le cas d'Harry Price, vu que c'est quelqu'un qui est scientifique, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne et je vous invite à vous référer aux vidéos que j'ai pu faire sur lui si jamais vous voulez en savoir plus. Mais c'est quelqu'un qui a une méthode très scientifique pour démontrer s'il y a ou pas du paranormal. Donc je pense que notamment dans son affaire là, donc sur l'affaire du presbytère, qui là il y a beaucoup de choses avérées. Après il y a des histoires qui sont peut-être beaucoup plus à prendre avec des pincettes. En tout cas c'était, je trouve, passionnant, j'ai adoré vous partager ces histoires, j'espère que de votre côté vous avez beaucoup aimé les écouter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le lieu dont vous avez préféré l'histoire. Je ne vais pas dire où vous voulez vous rendre parce que je pense qu'on a envie de se rendre dans aucun des lieux que j'ai cités dans cette vidéo. En tout cas, j'irai voir ça avec plaisir. Je pense personnellement, moi, que le lieu que j'ai préféré ou l'histoire que j'ai préférée, c'est celle du château où les deux frères se sont battus et après où il y a une femme qui a fait des rites occultes. J'ai beaucoup aimé celle-là, personnellement. Je vous donne mon petit avis aussi. En tout cas les amis, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!